Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous révisons les propriétés indispensables à connaître sur les fonctions polynomiales de degré 2. On commence par rappeler la définition. Étant donné f une fonction définie de r à valeur dans R, on dit que f est une fonction polynomiale de degré 2 si et seulement s'il existe a un réel non nul et b c deux réels, tels que pour tout x réel, f de x soit égal à a fois x au carré plus b fois x plus c. Dans ce cas, a s'appelle le coefficient dominant de f. Remarquez que dans la définition, on impose que a soit non nul pour assurer que le degré de f est bien égal à 2. Sans cette information sur a, on pourrait seulement dire que le degré de f est inférieur ou égal à 2. Et si jamais on savait que a est nul, on pourrait affirmer que f est de degré inférieur ou égal à 1, et pas forcément égal à 1, ceci dépendant de la valeur de b. Dressons le tableau de variation d'une fonction polynomiale de degré 2. À l'avenir, vous devrez connaître ce tableau et vous devrez pouvoir donner directement les représentations graphiques de ces fonctions sans avoir à le reconstruire. On se donne des réels a, b, c, a étant supposé non nul. Et on considère la fonction f qui a tout x réel associe a fois x au carré plus b fois x plus c. F est une fonction dérivable et sa dérivée est la fonction f' qui a tout x réel associe 2 fois a fois x plus b. Cette dérivée s'annule en un unique point, que l'on note x indice 0, qui vaut moins b divisé par 2a. Nous pouvons maintenant dresser le tableau de variation. Une ligne pour la variable x, une ligne pour le signe de la dérivée de f, une ligne pour les variations de f. X varie dans R de moins l'infini à plus l'infini, et nous pouvons placer le point d'abscisse x indice 0 où la dérivée s'annule. Pour continuer, nous avons besoin de connaître le signe de a, et je suppose pour commencer que a est strictement positif. Dans ce cas, la dérivée de f est négative sur l'intervalle moins l'infini x0 et positive sur l'intervalle x0 plus l'infini. Ainsi, f est décroissante sur le premier intervalle et croissante sur le second. En particulier, f admet un minimum au point d'abscisse x0, et ayant comme ordonnée f de x0 qui se simplifie en moins b carré moins 4ac divisé par 4a. Nous pouvons aussi préciser les limites de f en moins l'infini et plus l'infini, qui sont toutes les deux égales à plus l'infini, ainsi que les limites de f de x sur x en plus et moins l'infini, qui indiquent qui de l'abscisse et de l'ordonnée tend le plus vite vers l'infini. Je vous donne le tableau tout fait dans le cas où a est strictement négatif sans le détailler. Nous sommes prêts pour donner la représentation graphique d'une fonction polynomiale de degré 2. Il s'agit d'une parabole, qui admet un axe de symétrie que l'on appelle l'axe focal de la parabole, car sur cet axe, il y a un point très particulier qui s'appelle le foyer de la parabole. Il est associé à une unique droite appelée la directrice de la parabole. Ce foyer et cette directrice caractérisent la parabole grâce à la propriété suivante. Pour un point quelconque m de la parabole, considérons son projeté orthogonal h sur la directrice. La distance de m à h est égale à la distance de m au foyer, et les points de la parabole sont les seuls à vérifier cette propriété. Voici une autre propriété de la parabole. Si un rayon lumineux incident parallèle à l'axe focal se réfléchit sur la parabole, le rayon réfléchi passe systématiquement par le foyer. Cette propriété est utilisée par exemple avec les antennes paraboliques ou les fours solaires. Nous allons voir les différentes positions de la parabole vis-à-vis de l'axe des abscisses. La position précise de l'axe des ordonnées n'est pas importante. Par contre, son orientation, elle, va jouer un rôle. On considère f la fonction polynomiale qui a x associe a fois x au carré plus b fois x plus c, et on suppose a non nul pour être sûr que f est de degré 2. On considère l'unique réel x0 tel que la dérivée de f en x0 soit nulle. On a déjà calculé x0, il vaut moins b divisé par 2a. Ce point x0 déterminera la position de l'axe focal de la parabole. On note delta le discriminant de f qui est égal à b au carré moins 4ac. Nous avons vu que cette expression intervient dans la valeur de f de x0, et nous verrons juste après qu'il intervient dans ce que l'on appelle la forme canonique. Lorsque a est strictement positif et delta strictement négatif, la parabole est située entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Ceci suppose que l'axe des ordonnées a été orienté vers le haut, comme je l'ai fait sur la figure. En particulier, l'équation f de x égale à 0 n'a aucune racine réelle dans ce cas. Lorsque a est strictement positif mais que le discriminant est nul, la parabole est tangente à l'axe des abscisses au point d'abscisse x0.
et l'équation f de x égale à 0 admet x0 comme unique racine, qui a dit racine double de f car le terme x moins x0 intervient deux fois dans la factorisation de f. Lorsque a est strictement positif et que le discriminant est strictement positif, la parabole coupe l'axe des abscisses en exactement deux points. Autrement dit, l'équation f de x égale à 0 admet deux racines réelles distinctes. Lorsque a est strictement négatif, la parabole est orientée dans l'autre sens. Quand le discriminant est strictement négatif, la parabole est située entièrement sous l'axe des abscisses, toujours en supposant que l'axe des ordonnées soit orienté vers le haut. Et l'équation f de x égale à 0 n'a pas de racine réelle. Lorsque a est strictement négatif et le discriminant nul, la parabole est tangente à l'axe des abscisses au point d'abscisse x0, et l'équation f de x égale à 0 admet x0 comme unique racine réelle, et elle est double. Lorsque a est strictement négatif et que le discriminant est strictement positif, la parabole coupe l'axe des abscisses en exactement deux points. Autrement dit, l'équation f de x égale à 0 admet deux racines réelles distinctes. Nous allons voir maintenant à quelles conditions deux fonctions polynomiales de degré 2 sont égales. On se donne trois réels, a1, b1 et c1, à partir desquels on définit la fonction f1 qui à tout x réel associe a1 fois x au carré plus b1 fois x plus c1. Et on se donne trois réels a2, b2, c2, à partir desquels on définit la fonction f2 qui à tout x réel associe a2 fois x au carré plus b2 fois x plus c2. Alors les fonctions f1 et f2 sont égales si et seulement si a1 est égal à a2 et b1 égale à b2 et c1 égale à c2. Cette propriété reste valable lorsque les coefficients sont plus généralement des nombres complexes. En voici la démonstration. Dans un premier temps, on suppose que a1 est égal à a2 et que b1 est égal à b2 et que c1 est égal à c2. On a donc pour tout x réel a1 fois x au carré plus b1 fois x plus c1 égale à a2 fois x au carré plus b2 fois x plus c2. f1 et f2 ayant les mêmes ensembles de départ, les mêmes ensembles d'arrivée et les mêmes expressions, les deux fonctions f1 et f2 sont égales. Réciproquement, on suppose que les fonctions f1 et f2 sont égales. On a donc pour tout x réel f1 de x égale à f2 de x. En particulier, les fonctions f1 et f2 coïncident dans 0. Elles coïncident en 1 et aussi en moins 1. La première condition donne c1 égale à c2. La deuxième donne a1 plus b1 plus c1 égale à a2 plus b2 plus c2. Et la troisième donne a1 moins b1 plus c1 égale à a2 moins b2 plus c2. La relation c1 égale à c2 est déjà établie. La différence des deux dernières relations donne b1 égale à b2. Et la somme des deux dernières relations donne maintenant a1 égale à a2, ce qui termine la démonstration. Nous allons maintenant voir ce qu'est la forme canonique. Il s'agit d'une technique de calcul qui permet de transformer une expression du second degré en une forme plus simple. On se donne donc a un réel non nul, b c deux réels et x un réel quelconque. Dans la première étape, on met a en facteur en écrivant a x au carré plus bx plus c égale à a facteur de x au carré plus b sur a x plus c sur a. Il va de soi que si a est égal à 1, cette étape est inutile. Dans l'étape 2, on met en évidence les deux premiers termes de l'expression du second degré que l'on voit comme le début d'un carré. Dans l'étape 3, on utilise une identité remarquable pour déterminer ce carré. Si on développe x plus b sur 2a au carré, on retrouve bien x au carré plus b sur a x. Mais il y a aussi le terme b au carré divisé par 4a au carré que l'on retranche pour compenser. Et la mise sous forme canonique est terminée. On peut juste simplifier encore un tout petit peu l'écriture en posant delta égale à b au carré moins 4ac. Ce qui permet d'écrire ax carré plus bx plus c égale à a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta divisé par 4a au carré. Définissons le discriminant. On se donne a, b, c des réels, a étant non nul, et f la fonction polynomiale du second degré qui a tout x réel associe a x au carré plus bx plus c. On appelle discriminant de f le nombre delta égal à b au carré moins 4ac. Il peut être intéressant de poser b égale à 2 fois b' et de définir le discriminant réduit de f, noté delta' par delta' égale à b' au carré moins ac. Nous allons maintenant déterminer les racines d'une fonction polynomiale du second degré. On se donne a, b et c des réels, a étant non nul, et f la fonction polynomiale du second degré qui a tout x réel associe ax carré plus bx plus c.
Si le discriminant de f est positif, f admet deux racines réelles qui sont confondues lorsque le discriminant est nul. Et si le discriminant de f est strictement négatif, f admet deux racines complexes distinctes. Pour les déterminer, on commence par déterminer une racine carrée notée delta minuscule du discriminant. Les racines de petit f sont alors les nombres moins b plus petit delta divisé par 2a et moins b moins petit delta divisé par 2a. Si on préfère utiliser le discriminant réduit, on déterminera une racine carrée notée delta minuscule prime du discriminant réduit. Et les racines de f sont les nombres moins b' plus petit delta prime divisé par a et moins b' moins petit delta prime divisé par a. Même si on vous a déjà donné les solutions avec une autre formulation, apprenez cet énoncé sous la forme que je viens de vous donner. Lorsque nous aurons à résoudre des équations du second degré avec des coefficients complexes, vous n'aurez rien de plus à apprendre. Juste un mot sur le discriminant réduit. D'un point de vue théorique, il n'a pas un intérêt faramineux. Mais lorsque b est un entier pair, il permet de résoudre mentalement l'équation plus facilement qu'avec le discriminant, car les nombres manipulés sont plus petits. On considère a, b et c des réels a étant non nuls. On définit f, la fonction qui à tout nombre complexe z associe a fois z au carré plus b fois z plus c. On note delta égale à b au carré moins 4ac le discriminant de f. Et on note delta minuscule une racine carrée de delta. Les coefficients a, b et c étant réels, le discriminant est réel, il a donc un signe. S'il est positif, petit delta est un réel. Mais s'il est strictement négatif, petit delta est un complexe non réel. Si les coefficients étaient complexes, on ne pourrait pas parler du signe du discriminant, et donc on ne pourrait pas donner cette précision sur un petit delta, mais la suite de la démonstration reste identique. La forme canonique permet d'écrire, pour tout z complexe, f de z est égal à a facteur de z plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a au carré, que l'on peut réécrire sous la forme pour tout z complexe, f de z est égal à a facteur de z plus b sur 2a au carré moins petit delta sur 2a au carré, qui se factorise facilement. Pour tout z complexe, f de z est égal à a facteur de z plus b sur 2a moins petit delta sur 2a, facteur de z plus b sur 2a plus petit delta sur 2a. On en déduit que les racines de f sont moins b plus petit delta divisé par 2a et moins b moins petit delta divisé par 2a. Nous allons maintenant établir des relations entre les coefficients et les racines. On considère a, b, c des complexes avec a non nul, et on note z1 et z2 les solutions, réelles ou complexes, de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Alors, z1 plus z2 est égal à moins b sur a, et z1 fois z2 est égal à c sur a. En notant f la fonction qui à tout nombre complexe z associe a fois z au carré plus b fois z plus c, z1 et z2 étant les racines de f, on peut écrire pour tout z complexe f de z est égal à a facteur de z moins z1 facteur de z moins z2. Et nous allons redévelopper cette expression en travaillant méthodiquement. On observe tous les termes et dans un premier temps on ne retient que ceux dont le terme contient un z au carré. Il n'y a que a fois z au carré. Puis on ne retient que les termes qui donnent un terme en z. Il y a moins a fois z1 fois z et moins a fois z2 fois z, que l'on regroupe directement en factorisant par a et par z. Et enfin, on ne retient que les termes constants. Il n'y a que a fois z1 fois z2. Le cas d'égalité de deux fonctions polynomiales du second degré nous assure que b est égal à moins a facteur de z1 plus z2 et que c est égal à a fois z1 fois z2, ce qui donne bien les relations annoncées. Nous allons maintenant voir comment résoudre une équation du second degré. Lorsque vous aurez à résoudre une équation du type a fois x au carré plus b fois x plus c égale à 0, je vous demande d'appliquer systématiquement la démarche suivante en respectant bien l'ordre indiqué. Dans un premier temps, on commence par essayer de trouver une racine facile à trouver, que l'on notera par exemple x1. Je ne veux pas entendre parler de racines évidentes. Les racines évidentes, ça n'existe pas. N'espérez pas qu'une solution vienne frapper à votre porte toute seule, c'est à vous d'essayer des valeurs pour x1. Et si on en trouve une, on trouve instantanément l'autre, notée x2, en utilisant au choix l'une des formules x2 égale à moins b sur a moins x1 ou x2 égale à c sur a fois x1. Si on n'arrive pas à trouver une solution particulière, on calcule la somme et le produit des racines. La somme des racines est égale à moins b sur a, le produit des racines est égal à c sur a, et on essaie ensuite de déterminer deux nombres p et q
tels que P plus Q soit égal à moins B sur A, et P fois Q soit égal à C sur A. Et si on y arrive, les racines sont P et Q. Si jamais ces essais n'ont rien donné, alors seulement on se lancera dans la résolution de l'équation avec les formules, ou en transformant l'expression avec la forme canonique. Ne vous lancez jamais bêtement tête baissée dans l'utilisation des formules. Avec un peu d'habitude, cette démarche réduit le nombre de calculs, donc aussi les erreurs, et en plus permet de gagner du temps. Nous voyons maintenant comment factoriser une expression du second degré. Il arrive que l'on puisse utiliser directement une identité remarquable comme u au carré plus 2uv plus v au carré égale à u plus v au carré, ou u au carré moins v au carré égale à u moins v facteur de u plus v. On peut aussi mettre l'expression du second degré sous forme canonique, ou bien déterminer les racines x1, x2 de l'expression. Dans ce cas, la factorisation s'écrit a fois x carré plus b fois x plus c égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Une erreur fréquente est d'oublier le coefficient petit a dans la factorisation. Pensez-y. Au pire, vérifiez votre factorisation en la redéveloppant. Nous terminons ces révisions avec l'étude de la position relative d'une droite et d'une parabole. On considère a, b, c, m et p des réels avec a non nul. Les réels a, b, c nous permettent de définir la fonction f polynomiale du second degré qui à tout x réel associe a fois x carré plus b fois x plus c. Le graphe de f est la parabole grand P d'équation y égale à f de x. Les réels petit m et petit p nous permettent de définir la droite D d'équation y égale à mx plus p. La droite D et la parabole P ont au plus deux points en commun. Les abscisses de ces points sont les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale à mx plus p. Notons delta le discriminant de cette équation que l'on peut mettre sous la forme ax carré plus b moins m x plus c moins p égale à 0. Le nombre de points d'intersection est donné par le signe du discriminant. Un cas particulier important étant le cas où la droite D est tangente à P, qui s'obtient lorsque l'équation a une racine double, c'est-à-dire lorsque le discriminant est nul. Lorsque le discriminant est positif, la droite et la parabole se coupent en deux points distincts. Lorsque le discriminant est nul, il n'y a plus qu'un seul point d'intersection et la droite est tangente à la parabole. Et enfin, lorsque le discriminant est strictement négatif, P et D n'ont aucun point en commun. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.